there's no time for me to look back or look ahead. There's so much going on. Great day, boys. Lock it. You know what to do. Ain't no from here. Now we're just playing ball. You already know what they're gonna do. You got all the answers to the test. I just gotta go out some lunch. That's it. Go execute. I've enjoyed every minute of it, and I still want to keep playing. Ça, c'est le Super Bowl 55. Et lui, là, c'est Tom Brady. Et s'il y a bien une chose à savoir sur ce joueur, c'est qu'il ne devrait pas être là. Pourquoi ? Pour tout un tas de bonnes raisons. À commencer par son âge. 43 ans. Un âge canonique. Même pour un quarterback. D'ailleurs, quelques mois plus tôt, tout le monde le disait terminé. Au bord de la retraite. Même sa franchise de toujours avait fini par le jeter presque sans ménagement. Sauf que Brady a persévéré. Comme le jour où il s'est ridiculisé devant toute la NFL. Comme le soir où 198 noms ont été appelés avant le sien à la draft. Comme lorsqu'il était le remplaçant, du remplaçant, du remplaçant. Comme toujours en fait. Car Tom Brady n'a jamais été le joueur le plus talentueux et encore moins le plus athlétique. Ça, c'est sûr. Mais en dépit de tout ça, malgré le poids des années, malgré le moindre centimètre de son corps qui le fait affreusement souffrir, malgré la concurrence toujours plus féroce, malgré les critiques virulentes et les nombreux scandales qui ont émaillé sa vie, malgré les échecs et les terribles désillusions, malgré les doutes, envers et contre tous, Tom Brady est bel et bien là, prêt à participer à ce qui sera son 10e et dernier Super Bowl. Un ultime rendez-vous avec l'histoire pour quelqu'un qui n'y a jamais vraiment été convié. Un invité inattendu qui, tout au long de sa carrière, n'aura eu de cesse de déjouer les pronostics, de se battre contre le score, contre le chrono, contre ses adversaires, parfois contre ses propres coéquipiers et surtout contre lui-même. Vous êtes sur le crossover et aujourd'hui je vous raconte l'histoire du quarterback qui n'aurait jamais dû devenir le plus grand joueur de tous les temps, le GOAT, Tom Brady. He's the most hated quarterback. Go play your ass off. Let's go. Because he's the best quarterback. And he throws. It's caught. It's in for the touchdown. That was awesome. I'm retiring. For good. Let's go Bucks on 3. 1, 2, 3. Bucks. Bonjour, je suis Tom Brady et je vis à 100 à l'heure, même en retraite. J'aime toujours prendre soin de mes ballons. Je passe beaucoup de temps à créer du contenu. Yep. Oh, j'adore le football. Je continue de soulever de la fonte. Let's fucking go. J'adore sortir de ma zone de confort. Ou faire des vidéos avec mon pote MrBeast. Je pense que vous avez trouvé les indices de mon secret pour toujours garder la pêche. Oli, évidemment. Une boisson au goût génial, 0 sucre et une grande variété de saveurs. Perso, ma préférée, c'est la Oli Energy. Je vous recommande le Starter Set Deluxe. Il y a presque autant de produits dans ce pack que mon nombre de bagues. Amazing. Utilise le code Crossover5 pour avoir moins 5 € sur ta première commande. Ou Crossover pour 10% de remise sur toutes tes commandes. Tu vas kiffer. Notre histoire commence le 10 janvier 1982 au Candlestick Park. Ce jour-là, San Francisco reçoit Dallas en finale de la conférence NFC. Il reste très exactement 58 secondes à jouer. Avec 6 points d'avance, les Cowboys ont déjà un pied au Super Bowl. Tout ce qu'il leur reste à faire, c'est de stopper le drive adverse. Et c'est bien parti pour, parce que les Niners en sont déjà à leur 3e tentative. Et il leur reste encore 6 yards à franchir. C'est pas insurmontable, sauf que leur quarterback n'est clairement pas en confiance. Il vient de lancer 2 interceptions, mais quand faut y aller, faut y aller. Joe Montana reçoit le ballon, il arme sa passe en direction de Freddy Solomon, mais son receveur est parfaitement couvert par la défense texane.
Joe doit trouver une autre solution, et vite, quand soudain, sa ligne offensive s'écroule. En bout de course, chassé par 3 joueurs, Joe envoie une passe qui semble sortir du terrain. C'est alors que, sorti de nulle part, Dwight Clark la capte du bout des doigts. Touchdown Niners. San Francisco remporte le match et s'adjuge le Super Bowl dans la foulée. Cette action, connue sous le nom de The Couch, est sans aucun doute la plus iconique du football américain. C'est l'équivalent de The Shoot au basket, un moment suspendu qui transcende le sport et marque à jamais les mémoires collectives et individuelles, dont celle d'un jeune garçon. Vous l'aurez deviné, ce jeune garçon, c'est Tom Brady. Le 10 janvier 1982, Tom Brady a 4 ans. Et comme souvent, son papa l'a emmené voir le match des Niners. C'est donc depuis les tribunes que le petit Thomas assiste à la scène. Et il est subjugué par ce qu'il voit. À partir de là, un rêve naît en lui. Devenir, comme son idole, Joe Montana. Alors, je prends le risque de vous divulgacher un peu l'histoire, mais Tom Brady ne deviendra pas le nouveau Joe Cool. Mais ça veut pas dire qu'il va pas accomplir d'autres choses. Des choses encore plus grandes. Thomas Edwards Patrick Brady Jr., Tom donc, né le 3 août 1977 à San Mateo, une petite ville de la banlieue de San Francisco, où il grandit au sein d'un foyer aimant. Une famille américaine, tout ce qu'il y a de plus banal, à un détail près. Tommy est le dernier né et le seul garçon d'une fratrie de 4 enfants. Vivre avec 3 grandes sœurs, ça n'a pas dû être facile tous les jours. D'autant plus que chez les Brady, on a l'esprit de compétition et on aime le sport. Les sœurs Brady sont d'ailleurs toutes des athlètes accomplies. Maureen est une lanceuse star de softball, comme Nancy, qui elle aussi excelle dans la discipline. Julie, quant à elle, est une footballeuse exceptionnelle. Et puis, il y a le petit Tommy, qui souffre un peu de la comparaison avec ses championnes de frangine. Il est plutôt bon au baseball, mais ce qu'il veut, lui, c'est jouer au foot US. Sauf que ça plaît pas à sa mère, qui ne l'autorise pas tout de suite. Il doit attendre sa première année de lycée pour enfin intégrer l'équipe. I'd like to introduce my starting quarterback from this past season, Tom Brady. Et disons que son talent ne saute pas immédiatement aux yeux. Pas assez bon pour être titulaire en attaque, son coach le relègue à la defensive squad, où il passe 1 an à se manger des coups. Mais voilà, Tom, son rêve, c'est d'être quarterback à la Joe Montana, pas de se faire découper par des joueurs de ligne qui font plus de 2 fois son poids. Donc il s'entraîne dur et à force d'efforts, il réussit à devenir quarterback titulaire. Pendant 2 ans, Tommy enchaîne les bonnes performances, mais à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux. Et si les chaînes de télévision nationales ne parlent pas de vous, ce qui est malheureusement le cas de Tom, c'est dur de se faire repérer et encore plus d'obtenir une bourse. Mais pour ça, Tom a un plan. Chaque week-end, il demande à son père de filmer ses matchs, puis d'envoyer les cassettes à un maximum de recruteurs à travers le pays. Et ça fonctionne. À la sortie du lycée, Tom reçoit des offres de la part d'énormes programmes, dont UCLA, Michigan et Berkeley. La logique voudrait qu'il s'engage avec Berkeley. Le campus est juste à côté de chez ses parents, la concurrence est moins rude à son poste. En plus, Tom ne le sait pas, mais son père s'est secrètement mis d'accord avec le coach. Bref, Berkeley, c'est le choix facile. Mais s'il y a bien un truc que Brady Jr. déteste, c'est la facilité. Tom, c'est un mec bizarre, du genre à lancer Dark Souls 2 en no hit any persons, dès sa première run. Il sait que pour réaliser son rêve, il doit encore progresser. Or, il est persuadé qu'il ne pourra pas progresser s'il ne se met pas en danger. Pour lui, c'est dans l'adversité et uniquement dans l'adversité qu'on devient plus fort. C'est pour ça qu'il choisit de rejoindre la très prestigieuse mais également très compétitive Université du Michigan. Quand Brady débarque chez les Wolverines, il démarre vraiment tout en bas de l'échelle. Il est le remplaçant du remplaçant du remplaçant du remplaçant. Vous avez compris l'idée. En gros, il y a littéralement 6 gars triés sur le volet dont il doit prendre la place. Et manque de peau, parmi ces 6 quarterbacks, il y a Brian Greaves, une future star NFL qui, en 1998, porte les Wolverines jusqu'au Rose Bowl, dont il finit MVP tout en restant invaincu sur toute la saison. Autant dire que Brady va devoir prendre son mal en patience et cirer le banc pendant un moment. Et ça tombe mal, parce que Tom traverse une période délicate. Il souffre d'une appendicite aiguë, il a perdu beaucoup de poids et surtout, il a perdu toute confiance en lui. En parallèle de ses études, il s'est mis à bosser à droite à gauche sur des petits chantiers, commence à penser qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre et qu'il ferait peut-être mieux d'abandonner son rêve pour gagner sa croûte. C'est alors qu'il va rencontrer une personne qui va changer sa vie.
On est en 1998, quand Tom Brady pousse pour la première fois le bureau de Craig Harden. Craig, c'est un personnage assez mystérieux, entre coach Carter et un gourou de secte. À l'université de Michigan, personne ne sait expliquer précisément ce qu'il fait au quotidien, mais tout le monde s'accorde sur le fait qu'il est indispensable. Basiquement, son taf consiste à garder les étudiants athlètes sur le droit chemin, motivés et performants. Et pour que Tom reste sur le droit chemin, motivé et performant, Craig lui raconte une histoire. Celle d'un jeune footballeur extrêmement talentueux, promis un avenir brillant, mais qui a tout gâché parce qu'il a baissé les bras prématurément. Cette histoire, Craig la maîtrise bien, parce que c'est la sienne, et elle trouve un écho particulier chez Tom. S'il ne veut pas vivre avec des regrets, Brady doit se donner les moyens de réussir. Il sait bien que même en travaillant plus dur que les autres, il sera jamais le plus fort ou le plus rapide. C'est injuste, mais la vie est injuste. En revanche, il y a d'autres éléments sur lesquels il peut avoir une influence. Le principal d'entre eux, c'est un sujet assez tabou et plutôt négligé à l'époque, la santé mentale. Au fil des entretiens avec Monsieur Harden, Brady prend progressivement confiance en lui. Il comprend que jouer un match de football, c'est fondamentalement pas si différent que de passer un examen. Si t'arrives les mains dans les poches, sur un malentendu, ça peut passer. Mais quoi qu'il arrive, tu vas suer sévère. En revanche, si tu bûches comme un dingue, tu peux éventuellement te planter, certes, mais tu auras abordé l'épreuve d'une manière plus saine, en confiance, sans stress supplémentaire, parce que tu te seras préparé. Voilà, un match de football américain, ça se prépare. Tom devient alors obsessionnel. Bien qu'il ne soit toujours pas titulaire, il apprend le playbook de son équipe sur le bout des doigts. Avant chaque match, il s'enferme pendant des heures en salle vidéo pour étudier le jeu de ses adversaires, en maîtriser les mécaniques les plus subtiles, en déceler les moindres failles. Et ses efforts ne passent pas inaperçus. Après le départ de Brian Greaves vers la NFL, il y a une place de titulaire à prendre. Thomas est alors senior et il doit rivaliser avec Drew Henson, qui, contrairement à lui, est un athlète né. Pour les départager, le coach des Wolverines, Lloyd Carr, décide de couper la poire en deux. Brady startera le premier quart-temps, Henson prendra le relais dans le second, et le plus performant des deux jouera la seconde période. Cette cohabitation dure l'espace de quelques matchs, jusqu'à une rencontre fatidique, contre les grands rivaux des Wolverines, les Spartans de Michigan State. Cette fois, Lloyd Carr décide de faire confiance à Henson, mais ça tourne à la catastrophe. Quand Brady entre sur la pelouse, les Wolverines sont menés 17-0. Il reste moins de 20 minutes à jouer, il n'y a plus vraiment de raison d'y croire. Mais Brady va quand même se battre comme un beau diable et lancer 241 yards. Michigan s'incline finalement 31-34. Tom a perdu le match, mais il a gagné une place de titulaire. La légende du comeback kid est née. Quand je vous ai dit que Brady ne deviendra jamais Joe Montana, j'ai peut-être volontairement omis un détail, parce que c'est vrai que ces deux joueurs sont extrêmement différents, mais ils ont quand même un point commun. Leur capacité absurde à retourner des matchs perdus d'avance et à se montrer extrêmement clutch dans les grands rendez-vous. Brady va le démontrer à plusieurs reprises à l'université, d'abord en 1999 où il remporte le Citrus Bowl, puis surtout en 2000 lors de l'encore plus prestigieux Orange Bowl face à la grande équipe de l'Alabama pour ce qui restera son dernier match sous le jersey des Wolverines. Tom Brady tire sa révérence sur une victoire de prestige. Il a bien fait de persévérer et de ne pas baisser les bras parce que la NFL l'attend. We kidded you about being the comeback kid. You didn't want to have to wait till the fourth quarter to bring the team back, but you did a tremendous job. What better way to go as a fifth-year senior as an Orange Bowl victory? Avant d'accéder à la NFL, il y a la draft. Et avant la draft, il y a ce qu'on appelle le combine. La draft, c'est la porte d'entrée. Si tu es un jeune athlète et que tu souhaites intégrer la meilleure ligue de football au monde, tu dois impérativement y inscrire ton nom. Ceci fait, les 32 équipes de la NFL se réunissent lors d'une grande cérémonie. Ensuite, ça se passe un peu comme dans une cour de récréation. Les franchises choisissent des joueurs à tour de rôle, à commencer par les franchises les moins performantes. L'idée étant de maintenir une certaine équité sportive en maximisant les chances pour que les talents les plus prometteurs soient sélectionnés en premier dans les équipes qui en ont le plus besoin. Mais comment savoir qu'un prospect est meilleur qu'un autre ? Les recruteurs se basent évidemment sur ce que les joueurs ont montré au lycée, puis à la fac, mais pour aller plus loin, la NFL a inventé un outil redoutable, le Combine. Le Combine, c'est une sorte d'immense camp d'évaluation qui dure une semaine.
Les prospects y passent toute une batterie de tests divers et variés, allant de la traditionnelle course sur 40 yards à un entretien avec un psychologue et un médecin, en passant par un dépistage aux drogues et aux produits dopants. L'objectif ici, c'est de transformer un être humain en un tableau Excel géant. Accumuler les données, les recouper, puis les comparer pour répondre à une seule question. Est-ce que miser sur ce joueur plutôt qu'un autre vaut vraiment le coup ? Si la draft est la cérémonie d'admission à la NFL, le combine, lui, est plutôt son examen d'entrée. En cartonnant au combine, un joueur peut voir sa cote exploser. Ainsi, il va être drafté plus haut, obtenir un plus gros contrat et potentiellement de bien meilleures opportunités de carrière. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Donc, vaut mieux pas se louper. Particulièrement quand on n'est déjà pas très attendu, surtout à un poste aussi concurrentiel que celui de quarterback. Vous voyez où je veux en venir ? En fait, Tom ne va pas seulement passer à côté de son combine. Non, il va réaliser certaines des pires performances jamais enregistrées dans l'histoire de la NFL. Les images parlent d'elles-mêmes. Ce type ne ressemble pas à un sportif professionnel. Les rapports des recruteurs sont d'ailleurs particulièrement assassins. Il est décrit comme maigre, lent, pas suffisamment mobile, son bras est jugé trop faible, on lui reproche un manque de variété dans ses lancers, et par extension de ne pas pouvoir évoluer dans beaucoup de systèmes différents. En bref, il ne coche absolument aucune case. Et c'est ainsi qu'un mois plus tard, lors de la draft, il doit attendre le 6e tour et le 199e choix pour enfin entendre son nom appelé à la draft. Tom Brady, the quarterback who all he did was lead this football team, put them in the right position more times. Tom est en NFL, mais il n'y a pas de raison de se réjouir. Parce que la question maintenant c'est pour combien de temps ? Être drafté en NFL, c'est un sacré accomplissement. Mais c'est loin d'être une garantie de jouer. Dans les faits, la plupart des carrières s'arrêtent ici, avant même d'avoir réellement commencé. Faut bien comprendre que la NFL est un monde féroce et extrêmement concurrentiel. Même si les rosters sont immenses, dans les faits, il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus. Au poste de quarterback, c'est encore pire. Parce qu'il n'y a qu'une seule place de titulaire, soit 32 au total dans toute la ligue. Et comme les saisons sont courtes et que chaque match compte, il n'est pas question de faire entrer un joueur de réserve pour voir ce qu'il a dans le ventre. Pour qu'un coach accepte de te confier les rênes de son équipe, il faut quand même à minima avoir gagné sa confiance. Et ça peut prendre du temps. Il n'est pas rare que des quarterbacks draftés très haut doivent attendre 1 voire 2 ans pour enfin être lancés dans le grand bain. C'est normal, c'est le temps de s'acclimater à la NFL, d'apprendre des vétérans, de dompter le playbook, de se développer en tant qu'athlète et de prendre en maturité en tant qu'homme. C'est un long processus. Enfin, ça, c'est quand ta franchise compte sur toi. En revanche, si comme Tom Brady, t'es un vulgaire 199e choix de draft, ta franchise sera nettement moins patiente. Donc, il faut se donner à fond dès le summer camp, tout en sachant que tu n'auras vraisemblablement pas d'opportunité. Et que si, par miracle, une demi-opportunité se présente, faut savoir la saisir tout de suite. Sinon, c'est ciao. Ouais, vaut mieux avoir les nerfs solides. Heureusement, Tom Brady a bossé là-dessus, et ça va lui être très utile. Quand Brady débarque chez les New England Patriots en 2000, il se retrouve dans une situation étrangement similaire à celle qu'il a connue à ses débuts à Michigan. Les Pats ont un quarterback star en la personne de Drew Bledsoe, un ancien first pick qui a porté la franchise jusqu'au Super Bowl. Et derrière, il y a plein d'autres gars, dont Tom, alors 4e dans la rotation. 4 mecs pour un seul poste, ça fait beaucoup. Les Pats se disent qu'il ferait peut-être mieux de couper leur grand gringalet, mais à la dernière minute, ils choisissent de le conserver. De toute façon, il coûte pas cher, et il faut bien quelqu'un pour porter les gourdes et tourner les serviettes. Parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va pas jouer. Il y a 3 ans en arrière, face à un défi d'une telle ampleur, Tom aurait certainement baissé les bras. Mais entre-temps, il a rencontré Greg Harden, il a pris confiance en lui, et il a bien compris qu'il n'avait rien à perdre. Donc autant se donner à fond. Et c'est ce qu'il va faire. Son professionnalisme et son état d'esprit combatif sont particulièrement appréciés par le staff. Semaine après semaine, entraînement après entraînement, Tom marque des points et grappille des places dans la hiérarchie. De 4e, il passe à 3e, puis de 3e à 2nd. Il est alors le remplaçant officiel de Drew Bledsoe. Pour le récompenser de sa belle progression, le coach des Pats, Bill Belichick, lui offre sa première apparition en pro. Rien de bien fou, à peine le temps d'un drive que Tom négocie plutôt mal d'ailleurs. Mais mine de rien, ces quelques minutes sur le terrain sont symboliques. C'est bien plus que ce qu'il pouvait espérer au début de la saison. Rien que de compléter une passe en NFL, c'est réussir là où 99% des joueurs ont échoué. Et Tom a réussi alors que toutes les probabilités jouaient contre lui. L'histoire pourrait s'arrêter là.
et elle serait déjà magnifique. Mais pourtant, elle ne fait que commencer. Il y a un vieux proverbe qui dit « Le malheur des uns fait le bonheur des autres ». J'aimerais croire que non, vraiment. Mais dans le sport de haut niveau, cette phrase ressemble plus à une règle qu'à une exception. Quand il y a un nombre limité de places, pour que quelqu'un gagne la sienne, il faut forcément que quelqu'un d'autre la perde. Et c'est précisément le malheur d'un joueur qui va faire le bonheur de Tom Brady. On est le 23 septembre 2001. La saison vient à peine de démarrer. Tom Brady est toujours remplaçant, coincé dans l'ombre de Drew Bledsoe, quand soudain, tout bascule. Sur une action anodine, Bledsoe se fait sauvagement découper par un défenseur des Jets. Un tacle aussi inutile que dangereux, mais qui fait partie des risques du métier. Être quarterback en NFL, c'est jouer tout en sachant que les gars en face te veulent pas du bien. S'ils peuvent t'arracher la tête, ils vont pas s'en priver. Drew Bledsoe l'a expérimenté à ses dépens. Le numéro 1 out, c'est au numéro 2 de prendre le relais. Tom Brady est jeté dans la cage au lion, sans échauffement ni préparation, propulsé au cœur d'un match qui n'était pas censé jouer. Il fait ce qu'il peut, mais il ne parvient pas à renverser la rencontre. Les Patriots s'inclinent, et ce soir-là, ils perdent bien plus qu'un simple match. À l'hôpital, le diagnostic tombe. Hémorragie interne. Drew Bledsoe est contraint de s'éloigner des terrains pour une durée indéterminée. Pour Tom Brady, c'est la chance d'une vie. Mais encore faut-il être en capacité de la saisir. Les premiers matchs de Tom Brady en tant que titulaire ne sont pas des plus spectaculaires. Je vais pas vous mentir, ceux qui vont suivre ne le seront pas beaucoup plus. Mais il y a une constante, c'est que Tom Brady gagne. À force de voir les Patriots engranger des victoires, les gens commencent à se dire que le petit quarterback que personne connaissait avant le début de la saison paie peut-être pas de mine, mais il est pas si mauvais. Il est même plutôt bon. Brady a fait plus que ce qu'on attendait de lui, il a qualifié New England en play-off. Grâce à lui, Drew Bledsoe n'a pas eu à précipiter son retour, il a pu mener sa convalescence jusqu'à son terme. Maintenant que les choses sérieuses commencent, il est frais et dispo pour reprendre sa place. Sauf que Bill Belichick en décide autrement. Alors que tout semblait indiquer un retour de Drew Bledsoe, l'entraîneur des Patriots choisit de faire confiance à son remplaçant. Une décision anticlimatique qui fait jaser les fans et crispe une bonne partie du vestiaire. Drew Bledsoe le premier. C'est un énorme pari. Parce qu'à ce moment précis, Belichick est sur le banc des Pats depuis seulement 1 an. S'il se trompe là-dessus, il y a de fortes chances qu'il se fasse virer dans la foulée. Pareil pour Brady. S'il passe à côté de son match, il retournera vite cirer le banc et tout le monde oubliera immédiatement ses bonnes performances en saison régulière. C'est une pression supplémentaire dont Tom Brady se serait certainement bien passé pour sa première rencontre à élimination directe. Surtout que, vous allez voir, ce n'est pas le seul élément qui joue contre lui. Le 19 janvier 2002, un blizzard glacial souffle sur la Nouvelle-Angleterre. La pelouse du Foxborough Stadium est recouverte d'une épaisse couche de neige. Dehors, il fait -7. Et c'est dans ces conditions apocalyptiques que les Patriots reçoivent les redoutables Oakland Raiders. Les matchs sous la neige, c'est toujours très épique, mais c'est rarement intéressant au niveau du jeu proposé. Celui-ci ne fait pas exception. Brady est d'ailleurs en grande difficulté. Sa visibilité est réduite, ses lancers déviés par le vent, il manque de glisser à plusieurs reprises, il a du mal à compléter ses passes et il finit même par se faire intercepter. Bref, c'est la galère. À 13 minutes du terme, les Patriots sont menés 13-3. Le public du Foxborough Stadium n'y croit plus et se met à huer son équipe. C'est alors que Tom Brady sort la meilleure série offensive de sa jeune carrière. Steps up, gonna run it, inside the 5, touchdown! Sur une action de très grande classe, le jeune quarterback vient de relancer le match. Derrière, la défense des Pats fait le boulot, Brady récupère la possession dans sa moitié de terrain, il n'y a plus que 3 points d'écart. À partir de là, sa mission est très claire. Égaliser. Pour ça, il doit mettre son kicker à distance de field goal, donc s'approcher le plus possible des poteaux adverses. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Les secondes s'égrènent, Brady a réussi à grappiller du terrain, il n'est plus qu'à une vingtaine de yards de la red zone. Première et 10, c'est serré, mais largement jouable. Sauf que Tom n'a pas été suffisamment prudent. Sa discussion avec le coordinateur offensif a été interceptée. Et maintenant, les Raiders savent exactement ce qu'il va faire. L'action est lancée, Brady feinte une passe, mais dans son dos, il n'a pas vu Charles Woodson. Le cornerback des Raiders a contourné la défense des Pats et déboule comme un malade. Tom est plaqué, le ballon rebondit sur lui, puis échoue au sol avant d'être récupéré par les Raiders. C'est un fumble. Ce qui signifie que les Patriots viennent de perdre la possession et le match au passage. Mais avant que la rencontre ne reprenne,
l'arbitre de la vidéo demande à ce que l'action soit revue. Sur le terrain, c'est la compréhension générale. Pour cause, personne ne connaît la règle numéro 3, section 22, article 2, note 2 de la NFL, aussi connue sous le nom de la règle Tuck. Or, la règle Tuck stipule que quand un joueur tient le ballon pour le passer vers l'avant, tout mouvement intentionnel du bras vers l'avant commence une passe, même si le joueur perd la possession de la balle lorsqu'il tente de la rabattre contre son corps. Traduit, ça donne « peu importe que Brady ait eu l'intention de feinter ou non, son mouvement de bras est considéré comme une passe, donc il ne s'agit pas d'un fumble, mais d'une passe incomplète. » Ce qui veut dire que les Patriots gardent le ballon et peuvent jouer une seconde tentative. Stupeur dans le stade. Brady n'en demandait pas tant. Quelques instants plus tard, le kicker de New England envoie les deux équipes en prolongation. À l'époque, qui dit prolongation directe de la mort subite, la première équipe qui marque remporte le match. En général, cette équipe, c'est celle qui attaque la première. Le tirage au sort sourit aux Patriots. Une nouvelle fois miraculé, Brady ne passe pas à côté de sa chance. New England remporte le Tuck Rule Game. Dans la foulée, les Pats battent les Steelers pour accéder au Super Bowl, mais lors de la rencontre, Brady se blesse au genou, ce qui le contraint à laisser sa place à Drew Bledsoe. Le jour du Super Bowl 36, Tom n'est pas complètement remis, mais Belichick décide quand même de lui faire confiance. Le match est particulièrement serré. Les Patriots prennent l'ascendant, mais s'écroulent dans la dernière ligne droite. Le score est de 17 partout, quand Brady récupère la possession. L'horloge indique 81 secondes à jouer. Il est trop loin pour tenter quoi que ce soit. Selon toute logique, il ne devrait pas prendre de risques et sécuriser le ballon jusqu'à la prolongation. Mais il en décide autrement. En 2 big plays, Tom remonte une partie du terrain. De leurs 17 yards, les Pats sont désormais à distance de field goal. Le kicker ne tremble pas. Victoire Patriots. Sur une jambe, Tom Brady est élu MVP. Il a déjoué tous les pronostics. Le modeste 199e choix de draft est désormais une superstar. Aller au Super Bowl, c'était déjà improbable. Le gagner, c'était historique. Établir une dynastie et dominer la ligue pendant plus d'une décennie, ça, en revanche, ça serait complètement impossible, non ? Pourtant, c'est précisément ce que Tom Brady et ses Patriots vont faire. Bon, évidemment, tout cela n'a pas été un long fleuve tranquille. Après sa victoire éclatante au Super Bowl 36, Tom Brady ressort auréolé de gloire. Aux yeux d'une Amérique en mal de héros, encore traumatisé par le 11 septembre, il incarne le retour du rêve américain. Il est cet outsider ultime, parti de rien, qui a conquis le monde par son travail et son abnégation. Et cet état de grâce va durer un petit moment. Après une saison 2002-2003 marquée par les blessures, Brady retourne au Super Bowl dès l'année suivante. Encore une fois, la rencontre se révèle particulièrement serrée, mais Tom se montre de nouveau décisif. Un scénario qui se répète pile 1 an plus tard, quand Tom, endeuillé par le décès de sa grand-mère et avec une épaule en vrac, permet à Corey Dillon d'inscrire la course de la victoire. Tom Brady a 27 ans et il a déjà terminé le jeu. Il est l'un des athlètes les plus adulés de la planète. Il a gagné 3 Super Bowls en 4 ans et il a alors l'occasion de faire mieux que son idole Joe Montana en accomplissant un exploit inédit dans l'histoire de la NFL. Remporter 3 sacres consécutifs. Le sweep it. Malheureusement, cette quête se solde par un échec cuisant. Les Patriots chutent contre les Broncos en demi-finale de conférence IFC. On dirait pas comme ça, mais il s'agit là de la première défaite de Tom Brady en série éliminatoire. Un revers qui est suivi d'un second, contre les Colts cette fois. Et celui-là fait particulièrement mal, parce que New England a mené quasiment tout le match. Dans les faits, il n'y a rien de dramatique. Arriver à ce stade de la compétition est déjà un petit exploit. La vérité, c'est que dans le sport, on perd plus souvent qu'on gagne. Mais pas quand on s'appelle Tom Brady. Tom s'est habitué à la victoire. Pour lui, il n'y a plus rien d'exceptionnel à aller au Super Bowl. C'est presque devenu un standard. Donc ces 2 défaites coup sur coup sont d'autant plus frustrantes et le piquent directement dans son ego.
Alors il décide de revenir le couteau entre les dents. La saison 2007-2008 est une boucherie. Les Patriots roulent littéralement sur la concurrence. Ils terminent avec un bilan immaculé de 16 victoires pour 0 défaite. C'est un niveau de domination qui frôle l'indécence. Comme d'habitude, Tom Brady a été incroyable. Il a raflé quasiment toutes les distinctions individuelles et en play-off, il remet le couvert en réalisant plusieurs actions de très grande classe. Ce qui nous amène au Super Bowl 42. On est le 3 février 2008, les Patriots ultra favoris affrontent les invités surprises, les Giants de New York. Sur le papier, c'est du tout cuit, mais la réalité du terrain est bien différente. Je vais pas détailler tout le match parce que c'est pas le propos de la vidéo et il est tellement fou qu'il mériterait son propre flashback, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Tom Brady perd ce match. Pas de beaucoup, mais il le perd quand même, sans briller. Réaliser une saison aussi parfaite pour finir par tout gâcher, franchement, ça fait mal. Surtout que derrière, Brady se blesse gravement lors de son match de reprise. Out pour le restant de la saison, ça lui laisse pas mal de temps libre pour ruminer sa défaite, au point d'opérer un changement drastique dans sa personnalité. Avant, Tom jouait pour gagner, à partir de là, il jouera pour ne plus jamais perdre. Pendant ces longs mois de convalescence, Tom se refait inlassablement le film. Il repense à ses défaites frustrantes, qui se sont jouées à des petits détails, en apparence insignifiants, à cette blessure sur une action anodine qui aurait pu lui coûter cher. Il réalise que sa carrière peut s'arrêter, comme ça, du jour au lendemain, sur un tacle débile dans un match sans enjeu. Et ce constat glacial, ça lui fait peur. Et c'est là que naît la méthode TB12. Officiellement, la méthode TB12 consiste à se coucher à des heures précises, à adopter un régime sans sucre, à beaucoup s'hydrater, à faire des exercices d'étirement. Dit comme ça, c'est plutôt positif. Et par bien des aspects, ça l'est. Mais dans les faits, la méthode TB12, c'est plus qu'un programme d'entraînement. C'est presque une religion qui affecte tous les aspects de la sphère professionnelle comme privée, avec ses préceptes à suivre et ses interdits à ne surtout pas franchir. Et derrière cette méthode, il y a un homme très controversé du nom d'Alex Guerrero. Alex Guerrero, c'est un gourou de secte déguisé en coach de fitness. Il se décrit lui-même comme un expert en médecine alternative. Mais en réalité, c'est juste un escroc notoire qui abuse de la confiance de personnes vulnérables. Et malheureusement, Tom va tomber sous son emprise. Je vous donne un exemple très précis. Le fameux régime que Tom se met à suivre bannit toutes sortes d'aliments pour des raisons souvent obscures, dont les tomates, les champignons, les fraises, et il les remplace par des compléments alimentaires, commercialisés par, je vous donne dans le mille, Alex Guerrero lui-même, alors qu'on ne connaît pas leur composition et que leur efficacité n'a jamais été démontrée scientifiquement. C'est même plutôt l'inverse. Pareil, boire des tonnes d'électrolytes par jour, c'est pas forcément recommandé, comme bannir toute forme de plaisir. On a vu mieux pour assurer un certain équilibre mental. Bon, de base, Tom a toujours été d'un naturel contrôle fric. Mais là, il va trop loin. Il est devenu obsessionnel. Il se met à vouloir maîtriser le moindre petit détail. Tant que ça le concernait uniquement lui, à la rigueur, il faisait ce qu'il voulait. Mais le problème, c'est qu'il se met également à vouloir contrôler la vie de ses coéquipiers. Ils doivent manger comme lui, s'entraîner comme lui, penser comme lui, être lui. Alex Guerrero prend d'ailleurs une place énorme dans le vestiaire des Patriots, ce qui n'est pas du goût de tout le monde, surtout de Bill Belichick. La relation entre le coach et son quarterback se tend considérablement. Surtout qu'en parallèle, la franchise traverse plusieurs scandales. Il y a d'abord le Spygate en 2007. Les Patriots sont accusés d'avoir filmé les signaux défensifs adverses de manière non conforme aux règles en vigueur. Puis il y a surtout le très médiatique Deflategate en 2015. Les Pats sont soupçonnés d'avoir volontairement dégonflé les ballons de la finale de la conférence EFC qui les opposait aux Colts d'Indianapolis. Cette fois, TB12 est directement impliqué. Il écope de 4 matchs de suspension qui seront levés en appel. Mais le mal est fait. Tom Brady n'est plus l'enfant chéri de l'Amérique. Son image est sérieusement écornée. On l'accuse d'être un tricheur, de se comporter comme un tyran. Il n'est plus le jeune underdog qui défie le système. Le système, désormais, c'est lui. Et de son côté, Tom semble avoir perdu son mojo. Pire, en 2012, ses Patriots s'inclinent une nouvelle fois au Super Bowl contre les Giants de New York. De quoi se rappeler de très mauvais souvenirs. Pourtant, c'est bien dans l'adversité la plus totale, en plein Deflategate, alors qu'il a l'Amérique entière contre lui, que Tom Brady réussit à donner un second souffle à sa carrière, en établissant une nouvelle dynastie. En février 2015,
Tom renoue enfin avec la victoire. Dans les années qui suivent, il remporte 2 bagues de champion supplémentaires, dont une magnifique en 2017, lors du Super Bowl 51, où, fidèle à sa réputation de comeback kid, Brady remonte un gouffre abyssal de 25 points. À ce stade, il n'y a plus aucun débat. Brady a dépassé Joe Montana depuis un bail. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on est obligé de reconnaître que c'est lui le GOAT. Il n'a plus rien à prouver à personne. Il peut prendre sa retraite sereinement et enfin profiter de la vie. Mais non, Tom s'obstine. Sauf qu'il a plus 20 ans. Ses performances baissent, son corps commence à le lâcher et son énorme contrat devient un poids mort pour les Patriots. Déjà tumultueuse, sa relation avec Bill Belichick finit par atteindre le point de non-retour. Tom sent qu'on le pousse doucement vers la touche et il vit ça comme une trahison, ce qui le pousse à prendre une décision radicale. Milieu 2020, le meilleur quarterback de l'histoire annonce qu'il ne retournera pas jouer pour sa franchise de toujours. À partir de là, les spéculations vont bon train, mais la majorité des fans s'attendent simplement à ce qu'il prenne enfin sa retraite. Bah non. Quelques semaines plus tard, Brady annonce sa signature aux Tampa Bay Buccaneers. Le GOAT signe dans la franchise de la loose, et il vient pas seul. Dans ses valises, il apporte également son vieux pote et fidèle bras droit, Rob Gronkowski, a.k.a. le Gronk, ainsi qu'une ribambelle d'agents libres. Des noms clinquants, on n'est plus en 2015. Le projet Expandable ressemble plus à une maison de gériatrie en Floride qu'à un vrai prétendant au titre. À vrai dire, personne n'y croit. Personne, sauf Tom Brady. Tampa Bay traverse la saison sous les radars, puis arrivé en play-off, Brady fait du Brady. Décisif à tous les matchs, il se qualifie pour ce qui sera son 10e et dernier Super Bowl. En face, il y a l'équipe qui a remplacé les Patriots, les Chiefs de Kansas City, emmenés par le nouveau visage de la ligue, Patrick Mahomes, un jeune quarterback aux antipodes de Brady, qui a tout pour un jour peut-être dépasser le maître. C'est une affiche de rêve, un véritable choc des générations, dont Brady ressortira grandi quoi qu'il arrive. S'il perd, personne ne pourra le lui reprocher. Puis l'image sera belle, on assistera à un passage de relais d'un GOAT à un autre. Et s'il gagne, non, ça arrivera pas. Aucun fan ne prend réellement cette option sérieuse. Si ? Ouais, sauf qu'on a oublié un truc. Tom Brady est un animal, à son froid. Et il exècre la défaite. Le match, j'ai même pas besoin de vous le raconter, parce qu'il n'y a pas eu de match. Le Gronk et Brady ont roulé en mode rouleau compresseur sur les Chiefs, complètement démunis. Le résultat est peut-être un peu anticlimatique, mais est-ce qu'il est si étonnant ? Oh, pas tellement. Hein. On aurait presque dû s'en douter. Et réaliser l'impossible, c'est ce que Tom Brady a toujours fait. Finalement, c'est plutôt logique qu'il termine sur un exploit. Cette fois, c'est la bonne. Son honneur est lavé, TB12 peut se retirer en légende. Bah non, sinon ça serait trop simple. Brady rempile pour une saison supplémentaire, mais l'issue n'est pas celle espérée. En février 2022, il annonce officiellement sa retraite, dans un long message très émouvant. Les médias sortent les violons, chacun y va de son petit hommage. Et puis, 4 jours plus tard, Monsieur décide de revenir sur sa décision. Il se sent investi d'une mission. Il sent qu'il a encore une ultime saison dans les gants, qu'il a encore quelque chose à apporter au football américain. Bah, il aurait mieux fait de rester à la maison, hein, parce que sportivement, la saison n'était vraiment pas dingue, mais du point de vue personnel, ça a été encore pire. Fatigué de vivre avec un addict au travail et de voir ses enfants grandir sans un père présent, sa femme, Gisèle, demande le divorce, emportant avec elle leurs 2 enfants. Le 1er février 2023, après une année cauchemardesque, Tom Brady arrête pour de bon. À 45 ans, l'âge a fini par le rattraper. Son corps le fait atrocement souffrir, sa famille a volé en éclats, il ne reste plus que l'homme, seul face à l'immensité de l'océan. Privé de sa raison de vivre, sa passion dévorante pour laquelle il a consenti à tout sacrifier, jouer au football américain. L'histoire de Tom Brady, c'est celle d'un type qui n'aurait jamais dû être là. Un mec pas assez talentueux, pas assez rapide, un joueur voué à rester un quarterback de seconde zone et qui est pourtant devenu le plus grand de tous. 10 participations au Super Bowl, 7 bagues, plus de 20 ans au sommet, des records en pagaille, une carrière construite contre les probabilités, contre le temps, contre la logique elle-même. Mais tout ça, est-ce que ça en valait vraiment la peine ?
Parce qu'à force de vouloir tordre le destin, Tom Brady a fini par se tordre lui-même. Il a gagné des matchs impossibles, certes, mais il a aussi perdu des choses qu'aucun trophée ne peut remplacer. Sa santé, son équilibre, une partie de sa famille, et peut-être même un peu de celui qu'il était. Et pourtant, si on venait à ce 10 janvier 1982, dans les tribunes du Candlestick Park, et qu'on demandait aux gamins de 4 ans, émerveillés par Joe Montana, s'ils signeraient pour cette vie-là, pas sûr qu'il hésiterait une seule seconde. Finalement, Tom Brady ne sera jamais devenu Joe Montana. Il est devenu autre chose, un paradoxe vivant. La preuve qu'avec beaucoup de chance et en rencontrant les bonnes personnes, le travail peut battre le talent, que l'obstination peut déplacer les montagnes. Mais aussi que des victoires les plus immenses ont parfois un prix silencieux. Tom Brady a joué pour ne pas perdre, mais il faut accepter qu'il y a certaines batailles qu'on ne peut pas gagner. He was skinny, slow, right? But he was smarter than everyone. And he studied night and day and night. We win this game, your honor, your family's honor. Nobody works harder than Tom Brady. Tom Brady embraced that struggle more than anybody I've ever known. He would have had some form of success no matter where he went, no matter where he was taken, and no matter what team drafted him.